Mehdi Mari, coach du Limoges CSP. Mehdi Mari, qui est un entraîneur qui est très porté sur la formation. C'est aussi à ce titre-là que c'est intéressant de pouvoir lui parler. Il a été entraîneur de l'équipe espoir du CSP, entraîneur de l'équipe espoir de l'Asvel aussi, Villeurbanne. Ce sont les deux plus gros clubs de basket en France, en tout cas les plus titrés. Alors, il est très occupé pendant le confinement parce qu'il s'occupe de préparer la saison prochaine. Alors, avec Mehdi, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire entre le sport et le soin. On en avait déjà parlé lors du Media Lab l'année dernière aussi. Alors déjà, les soignants sont souvent assimilés à des sportifs de haut niveau, surtout dans la période qu'on vient de vivre. Il y a aussi le fait de faire intervenir des acteurs de cultures différentes et même de langues différentes, avec parfois des égos un peu surdimensionnés, des gens qui travaillent beaucoup sous pression, avec des performances personnelles et individuelles qui peuvent varier d'un moment à l'autre. Donc, beaucoup d'analogies. Et donc, la première question que je voudrais te poser, Mehdi, c'est concrètement, nous, ce qui nous intéresse avec tes joueurs, quels outils, quelles méthodes tu utilises pour diminuer les risques de contre-performance liés aux facteurs humains? Finalement, dans mon métier, il y a une vraie particularité, c'est que les actifs, c'est les joueurs. C'est-à-dire que le coût le plus important, la charge la plus importante dans un club sportif, c'est la masse salariale que représentent les joueurs. Donc nous, finalement, il y a deux aspects qui sont importants. C'est le recrutement, donc les critères qu'on doit avoir de recrutement des individus. Alors, il y a des critères techniques, il y a des critères physiques, bien évidemment, parce qu'on sait que les blessures amènent les blessures. On sait que l'âge est aussi un facteur aggravant. Donc, un joueur qui a été blessé a plus de chances de le redevenir et de récidive, et ça, vous le savez mieux que moi. Et l'âge, c'est aussi un facteur aggravant. Et il y a toute une dimension psychologique aussi. Donc, le gros point recrutement. Et le deuxième point, c'est que les acteurs, donc les joueurs, ils soient en forme le jour du match. Et donc, toute la dimension médicale, que ce soit surtout en prophylaxie, en prévention, plus qu'en curatif, c'est les deux domaines qui sont prépondérants pour moi. Et j'ai tendance à dire, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est que Belmondo il soit là pour le film et pas nécessairement pour la préparation et donc nous pour l'entraînement. Donc c'est vraiment ces deux secteurs-là qui sont les plus importants, avec qui on travaille. Donc là, le recrutement des joueurs et qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils soient aptes à jouer à un maximum de matchs possibles. Dans les grandes lignes, c'est vraiment le point de départ pour nous. Et après, on va détailler au fil des questions que tu me poses. Alors justement, au quotidien, comment tu fais pour évaluer les performances potentielles de tes joueurs et pour les améliorer? Déjà, ce qui nous semble important, c'est il y a les données objectives et les données subjectives. Nous, on travaille avec deux outils. Un outil objectif qui est Catapulte, à savoir, c'est des accéléromètres. Donc, l'idée, c'est de percevoir, l'objectif final, c'est quoi? C'est de réduire les risques de blessure. Ce qui correspondrait, j'imagine, dans un bloc opératoire, à réduire les risques humains qui pourraient avoir des conséquences bien plus dramatiques pour vous que pour moi, qui est juste gagner ou perdre un match. Donc, l'idée, c'est pour réduire ce risque de blessure, et donc pour vous de mauvaises, qui se passe quelque chose qui puisse être dramatique dans une opération, et donc la première chose, Catapulte. Catapulte, c'est les données objectives, c'est-à-dire qu'il y a tous les joueurs qui ont un accéléromètre pendant les entraînements et les matchs, qui permet d'évaluer on va dire, l'unité principale qu'on utilise, c'est player load minutes, évaluer l'intensité. On va faire un peu, on va simplifier. Donc, ça prend en considération les courses, les sauts, les déplacements latéraux, bref, dans toutes les dimensions. Et l'idée, c'est qu'on ait vraiment une image du niveau d'intensité, player load minutes, ça c'est la donnée un peu technique, de niveau d'intensité de chaque joueur à chaque entraînement. Et à l'intérieur de l'entraînement, on imagine il y a eu 6 parties de l'entraînement, on arrive à découper ces 6 parties et à définir quelle a été l'intensité de chacun des joueurs. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait que quand un joueur n'arrive pas à aller très haut dans son intensité, elle n'arrive pas à se rapprocher de son maximal, c'est que probablement il y a un niveau de fatigue élevé ou un début de blessure, des choses comme ça. Et donc, ça nous met une alerte. Parce que, pour vous redire, et le cœur pour moi, c'est le minimum de blessés. C'est d'arriver à ce que les acteurs, les joueurs, ils soient là le jour du match et qu'on ne les blesse pas avant, que ce soit à l'entraînement principalement,
ou en match, mais là c'est beaucoup plus délicat. Donc ça, c'est les données objectives avec Catapult, des accéléromètres qui sont dans leur dos, qui sont intégrés au maillot. Et il y a les données qui, là, peuvent être transférables pour vous, c'est les données subjectives. Et là, on a un outil très simple. C'est une société qui s'appelle MyCoach. On a un iPad qui est sur la table de marque. À chaque fois que les joueurs ils arrivent, ils répondent. Il y a 7 questions. Et les questions, elles sont en gros autour de sensations, humeur, sommeil. C'est un peu ça. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un joueur qui arrive à l'entraînement, pour vous, je ferai un parallèle, mais après, vous en ferez d'autres parce que je ne maîtrise pas suffisamment, mais pour vous, c'est quelqu'un qui arrive, un collaborateur qui arrive dans un bloc opératoire, on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit dernière. Il a mal dormi parce que ses enfants, il a appris que son papa avait une grave maladie, il a des problèmes de couple, il a juste mal dormi sans raison, il a des mauvaises sensations, il y a un niveau de stress qui est haut. En gros, nous, on a 7 questions, je peux les transférer sans souci, et c'est très simple de répondre. En 1 minute, même pas un joueur a répondu, parce que moi, la tranche d'âge avec laquelle je travaille, c'est des gens qui ont on va dire entre 18 et 32 ans. Donc, vous imaginez qu'au-delà du 40 secondes, 1 minute à remplir un questionnaire, ce serait bien trop long. Donc, c'est très intuitif et ils répondent à ces 7 questions-là. Et derrière, les données, elles sont traitées. Donc, moi, j'ai souhaité que ce soit traité par le kiné pour avoir un niveau de secret médical. Parce que le biais, toujours, c'est que les joueurs aient envie de plaire à l'entraîneur. Je ne sais plus le nom exactement en psychologie, mais c'est un vrai biais. Donc, c'est traité par le kiné et lui me fait un retour pendant l'échauffement. Donc, il me dit, attention Mehdi, là, il y a un cas, globalement, c'est un peu rouge. Il y a 7 notations, mais on va faire un peu simple, vert, orange, rouge. Il va me dire, il y a un peu trop de rouge par rapport à ce que j'aurais pensé, ou il va me dire, tel joueur, niveau de stress très haut, et c'est plus le kiné qui va être le confident dans notre milieu, pour vous, je ne sais pas qui ça pourrait être, et qui permet d'alerter, parce qu'on sait que quelqu'un enfin ça vous semble évident, hein, mais quelqu'un qui a mal dormi ou qui a des problèmes personnels ou qui a un niveau de stress élevé, il augmente les risques de blessure. Et pour moi, une blessure à un entraînement, c'est exactement ce que je ne veux pas avoir. Et pourtant, il faut s'entraîner. Et pourtant, un entraînement, il faut qu'il y ait une intensité forte. Donc, on ne fait que réduire les risques, bien évidemment, parce qu'il y a un facteur humain. Et c'est le nom de votre association. Et ce qu'on peut faire, c'est uniquement réduire les risques. Donc, je me dis que ça, par exemple, ça pourrait éventuellement être transférable avec le biais. C'est-à-dire que si c'est le chirurgien qui traite les données, il y a un biais possible que les gens ne veuillent pas dire au coach, moi, entraîneur, au CSP ou au chirurgien parmi vous, ouais, aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Et pourtant, il y aura un moment dans l'opération, tout comme moi, il y aura un moment dans l'entraînement où c'est un point de rupture, où si là, c'est quelqu'un qui est fatigué, mal dormi, stressé et qui se pète, eh ben, on est tous en difficulté. Donc ça, c'est vraiment un outil concret, effectivement, qui paraît intéressant. Une autre analogie dont on parlait tout à l'heure, c'est la pression inhérente au match, cette fois, qui est aussi comparable à la pression qu'il peut y avoir parfois dans un bloc opératoire. En santé, ici, dans cette association, on parle souvent de simulation, s'entraîner pour de faux sur des mannequins pour être prêt le jour où la situation arrive vraiment. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans ton activité. Oui, complètement. Complètement. L'idée, c'est de se préparer. Donc, il y a tout un niveau qualitatif dans le management, on en reparlera, dans l'entraînement. Il y a un niveau quantitatif aussi, parce que mine de rien, la répétition elle fixe la notion et nous, un sport d'adresse, on doit répéter. Et puis, il y a se mettre dans les conditions du match. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, et je vous le livre, et après, je ne sais pas le parallèle possible dans votre corps métier, c'est que la veille du match, on s'entraîne avec toute la partie opposition à 5 contre 5, qui est le cœur de la séance, mais qui n'est pas l'échauffement et qui n'est pas la sortie de séance, mais qui est le cœur. On le fait avec le bruit qu'on aura le jour du match. Donc, on imagine que si on joue à Limoges, donc à Beaublanc, ben on met dans les haut-parleurs l'ambiance de Beaublanc, mais vraiment fort. Hein. Quand je vous dis vraiment fort, c'est en général, veille de match, on fait 3 fois 3 minutes d'opposition forte, mais on est à intensité match. Hein. Et même nous, entraîneurs, on est crevés à la fin, parce que c'est ambiance Beaublanc. Donc, c'est poussé très haut les watts et on est vraiment immergé comme dans une situation de match. Et quand on joue à l'extérieur, on essaie de récupérer l'ambiance qu'il pourra y avoir éventuellement dans la salle où on va jouer. Et quand on n'a pas, on prend une salle en Grèce, en Turquie, où il y a volontairement beaucoup d'ambiance et on met ça. Et
Les joueurs n'ont pas fait de retour positif sur ça, mais ils n'ont jamais fait de retour négatif. Jamais. C'est-à-dire je pense que ça les. On va faire les bilans maintenant que la saison elle a été officiellement annulée. On va faire les bilans la semaine prochaine et ça fera partie des questions. Je pense que ça les fatigue, ça les use, mais ils voient les bienfaits. Et là, on est vraiment dans une situation oppressante, comme peut être un match de championnat. Alors, il y a le travail d'équipe avec tes joueurs, il y a aussi le travail d'équipe avec le staff technique, puisque vous êtes nombreux à vous occuper de cette équipe. Il y a une notion qu'on évoque beaucoup quand on parle de facteur humain, c'est le gradient d'autorité pour que tout le monde au sein d'une équipe puisse s'exprimer au bénéfice du groupe. Comment est-ce que toi, tu appliques ça? Il y a un parallèle avec la NBA pour nous, c'est que c'est une référence. Il y a l'Euroleague, qui est la Ligue européenne, la meilleure ligue, qui est comme la Champions League au foot, et il y a la NBA. Et en NBA, tout est extrêmement poussé. Vous imaginez bien les enjeux colossaux économiques. Donc, il y a une vraie volonté d'aller dans le détail, que ce soit dans les données, comme on a parlé avant, dans le management, tous les différents aspects, la technique. Et moi, j'ai passé un été avec une franchise NBA et je me suis vraiment inspiré parce que les Américains, en plus, arrivent à rendre le management assez simple ou assez facile à transmettre. C'est un peu ce côté anglo-saxon où ils arrivent à donner un terme à chaque chose et simplifier les choses. Ça peut manquer des fois pour nous, Européens, de profondeur, etc. Mais je trouve que c'est extrêmement pragmatique. Et il y a un coach NBA qui s'appelle Steve Kerr, qui est l'entraîneur de Golden State Warriors, qui a été champion NBA plusieurs fois avec Stephen Curry, etc., pour ceux qui connaissent un petit peu. Et il expliquait une phrase, c'est « Good ideas can come from everywhere ». Les bonnes idées peuvent venir de partout. Qu'est-ce que ça signifie? Il explique que dans une finale NBA, il joue LeBron James et ils ont en vraie difficulté. Ils sont en vraie difficulté à défendre sur lui. Et là, il y a un assistant vidéo. C'est même pas le responsable de la vidéo, c'est un assistant vidéo. Dans une franchise NBA, pour vous dire, il y a un coach, il a une dizaine d'assistants, il y a 3-4 responsables vidéo qui ont aussi des assistants. Donc, c'est le 17e, on va dire, dans la hiérarchie ou le 22e dans la hiérarchie. Et c'est lui qui, à un moment donné, soumet une suggestion en disant « Et si on faisait ça ?» Je ne vais pas aller dans la technique, etc. Ce n'est pas l'intérêt. Et c'est l'idée qui a été retenue. C'est ce qu'ils font. Alors après, c'est une histoire américaine, donc des fois, ça peut être un peu romancé. Et en conférence de presse, Steve Kerr, il dit « Le crédit, il est apporté à l'assistant vidéo. Parce que la bonne idée, c'est lui qui l'a eue. » Et donc, on en revient à « Good ideas can come from everywhere ». C'est-à-dire, les bonnes idées peuvent venir de partout. Et donc, pour ça, c'est ce que moi, j'essaie de faire. C'est-à-dire que le métier d'entraîneur, il valorise extrêmement l'ego. C'est-à-dire qu'on peut vite avoir la perception qu'on marche sur l'eau un petit peu. Je ne sais pas quelle peut être la perception d'un chirurgien ou d'un pilote de ligne, etc. Mais on a, et moi je l'ai vécu, des fois à Beaublanc, on peut avoir ce sentiment de marcher sur l'eau, peu importe les termes qu'on met, j'essaie d'être le plus sincère possible avec vous. Et des fois, on se trompe. Et puis, on peut avoir des collaborateurs qui, parce qu'ils sont peut-être hiérarchiquement en dessous, qu'on fait moins d'études, mais qui peuvent avoir aussi des bonnes idées. Et faire confiance à l'intelligence collective, ça me semble être prépondérant. Et je suis persuadé qu'il y a des fois dans des blocs opératoires, une idée qui peut venir de quelqu'un qui n'est peut-être pas le numéro 1 ou le numéro 2, mais qui aurait, dans cette situation un peu particulière, une bonne idée. Et c'est surtout créer le terreau fertile à ce type d'échange. Et pour ça, moi, j'avais retenu de Pierre Vincent, quand j'étais à Lasvel, il expliquait qu'il faut casser les liens hiérarchiques. Donc l'idée, qu'est-ce que ça veut dire casser les liens hiérarchiques? C'est que le numéro 17, il ait la perception que dans un meeting, il a le droit de lever la main et d'avoir une idée. Parce que si on ne casse pas les liens hiérarchiques, en tout cas dans mon milieu, c'est comme ça, on dit au coach principal ce qu'il a envie d'entendre. Et pas nécessairement ce qu'on pense, mais ce qu'on a envie d'entendre, dans une logique de carrière, d'être bien vu, de réseau, etc., etc. Alors que, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire que si vous êtes d'accord avec moi, très bien, ça va valoriser mon ego, ça va le flatter, ça va me rassurer dans les moments où j'aurais besoin d'être rassuré. Mais au bout du bout, ce qui compte, c'est gagner le match. Et au bout du bout, dans un bloc opératoire, ce qui compte, c'est que l'opération elle aboutisse et qu'il n'y en ait pas de bugs, de problèmes qui peuvent être fatals. Et c'est dommage de finir un match en se disant, et que l'assistant il dise hey, moi j'avais eu cette idée-là. Et qu'on se dise mais bien joué, peut-être qu'avec ça, c'était ça la solution. Et pour vous, j'imagine pareil dans un avion, dans un bloc opératoire, il peut y avoir ce risque-là que quelqu'un ait la bonne idée, mais malheureusement, on n'a pas créé le terreau fertile
pour qu'il ose la transmettre. Effectivement, il y a des situations comme ça qui sont connues et étudiées aussi dans la santé. Une autre question qui peut intéresser, alors là on est plus pour toi ce serait dans l'urgence du match et pour nous ce serait plus dans l'urgence d'un événement indésirable au bloc opératoire. Est-ce que sur le banc, quand ça va mal, quand ça ne se déroule pas comme tu voudrais, tu as des procédures qui te permettent de savoir comment réagir dans quelle situation? Il se passe ça, je fais ça. C'est ce que nous, on appellerait une aide cognitive qui te permet de réagir si tu n'as pas le réflexe, si tu es pris par un biais de comportement qui te permet de réatterrir, de prendre du recul et d'agir comme il faut. Est-ce que c'est des choses qui peuvent exister? Oui, oui, bien sûr. Moi, je travaille avec un coach mental et, ça, c'est au cœur des réflexions, c'est-à-dire la situation de stress où on a surcharge cognitive d'informations, des émotions variées et on n'arrive plus à raisonner clairement. Et là, on est clairement dans la gestion du stress. Donc, pour moi, c'est plus a priori qu'il faut faire le travail. Euh, et après, il y a l'instant, ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, bien évidemment, on sait tous, c'est que dans les moments de stress, c'est prendre du recul. Ça ne veut pas dire ne pas être actif, mais ça veut dire arriver à se détacher de ce qui se produit, à être centré exclusivement sur la tâche et pas sur le résultat et pas dire oh, je suis en train de perdre ou on va. Non, 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 d'être centré sur OK, d'avoir comme un listing de questions, prendre du recul, toutes les techniques qu'on connaît de respiration ventrale, de mindfulness, etc., d'être dans ici et maintenant et pas être en train de penser aux conséquences de la défaite possible alors que le match il n'est même pas perdu. Mais c'est surtout, a priori, tout le travail de gestion du stress qui est capital, mais j'ai envie de dire, pour toutes les professions soumises au stress, mais j'ai envie de dire de nos jours, pour tout le monde. Parce que, parce que la société est telle aujourd'hui que peu importe ma profession, la vie sociale, familiale, les facteurs de stress sont énormes. Donc là, on touche clairement à la question de la gestion du stress et quels outils on met en place pour gérer ce stress. Dans ton équipe, tu as des joueurs très jeunes, ça commence à 18 ans, ça peut aller jusqu'à 35. Ils viennent des pays de l'Est, des États-Unis. À Limoges, il y en a pas mal qui viennent d'Alsace. Alors certes, c'est des professionnels, hein. Comment tu fais pour faire travailler ensemble toutes ces cultures différentes? Puisque dans un bloc opératoire, il peut y avoir des intervenants qui ne se connaissent pas. Dans un avion, souvent, les équipages se rencontrent juste avant le décollage. Comment toi, tu fais dans ton équipe alors, tout n'est pas comparable, c'est pour toute une saison et c'est des gens qui connaissent aussi ces problématiques. Comment tu fais pour faire cohabiter et pour faire travailler ensemble et faire performer des gens d'horizons différents? Il y a un lien direct entre la cohésion opératoire et la performance. Cohésion opératoire, cohésion sociale, deux choses différentes. Cohésion sociale, on s'apprécie. Cohésion opératoire, on travaille ensemble. Ce qui n'est pas, on n'a pas besoin de s'apprécier pour très bien travailler ensemble. Ce qui importe, c'est la cohésion opératoire. Il y a un lien direct, ça a été prouvé entre la cohésion opératoire et la performance. Et comme moi, ce qui m'importe, c'est la performance, bah, j'essaie de ne surtout pas me centrer sur la performance, ce qui équivaudrait à un avion de dire bah, j'espère que le vol il va bien se passer, ok, très bien, ou un bloc opératoire, j'espère que l'opération va aboutir, ok. Évidemment, on veut tous ça, mais ce n'est pas en se positionnant sur ces questions-là qu'on se met dans les meilleures dispositions que ça se passe bien. Donc, moi, j'essaie de jouer sur les leviers de la cohésion opératoire. Rôle, norme, statut. Rôle, c'est-à-dire quel est le rôle de chacun. En général, dans une équipe de sport, mais je pense dans une entreprise, etc., les tensions, elles sont liées à je ne sais pas exactement ce que mon patron il attend de moi. Et souvent, les problématiques, elles viennent de là. Dans toutes nos vies professionnelles, on est souvent en discussion avec des gens et les difficultés, elles sont je ne sais pas exactement ce qu'on attend de moi. Donc, moi, j'essaie de clarifier le rôle de chacun. On l'écrit. C'est de la co-construction, évidemment, parce que pour faire adhérer les gens, il faut qu'ils soient partie prenante. Donc là, c'est de la co-construction. Voilà, moi, compte tenu de tes compétences, le rôle que j'attends de toi. Et on l'écrit et on le partage avec les joueurs, et avec le joueur en individuel et avec l'ensemble de l'effectif. Donc ça, c'est le rôle individuel. C'est extrêmement valorisant en plus parce qu'on met en avant les points positifs qu'on attend de quelqu'un. Les normes de fonctionnement, ce qui équivaudrait au cadre de travail. Comment on s'organise, les horaires, pour nous, les tenues, etc. Et les statuts. Les statuts, c'est ça, vous arrivez très, très facilement à voir hein, dans votre milieu que
la différence entre un meneur de jeu, entre un joueur starter quoi, qui démarre un match et un remplaçant, etc. Donc, je joue sur ces trois leviers-là. À chaque fois, j'essaie de ne surtout pas perdre d'énergie à penser à la performance, mais à penser au comment. Comment ce serait transférable dans un avion, dans un bloc opératoire? Bon, déjà, le rôle, évidemment, même si on ne peut pas le faire, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas une saison, mais des fois, j'imagine qu'un bloc opératoire, on n'opère pas toujours avec le même anesthésiste. Dans un avion, on n'est pas toujours avec le même copilote. Enfin, je suppose, même si le bon sens, il pourrait faire penser que oui, il vaut mieux être toujours avec les mêmes personnes parce qu'on crée des habitudes, on crée, enfin, évidemment. Mais au moins un check avec chacun. Voilà, mes attentes par rapport à c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois d'autres choses? Voilà. Les normes, donc, ça pourrait être les protocoles d'hygiène, les protocoles globaux, comme ils peuvent être pensés, j'imagine, dans un avion, mais les rappeler, de dire, voilà. Et après, les statuts de chacun. Donc, j'imagine qu'il y a un anesthésiste, j'imagine qu'il y a un assistant. Mais, et on en revient à casser les lignes hiérarchiques, dès que vous avez une bonne idée, dès que vous pensez, que vous percevez quelque chose qui vous semble pertinent, vous me le dites. Par contre, on crée des sas à des moments où on peut parler et des moments où on n'a plus le temps. Là, il faut qu'on soit dans l'action, c'est fini. On a défini ce qu'on faisait, maintenant on fait. Et là, moi, je suis le garant de cette exigence. Et j'essaye, et là vous verrez peut-être un parallèle, j'essaye avec les joueurs de les solliciter sur une stratégie d'un match, parce qu'ils ont joué contre tels adversaires, ils le connaissent, des fois ils le connaissent en dehors du terrain. Donc on peut avoir des stratégies différentes. Par contre, une fois qu'on l'a défini, là par contre, moi je suis le garant de maintenant on ne discute plus. On a discuté, on a fait appel à l'intelligence collective. À 12 cerveaux, c'est mieux qu'un seul, mais c'est moi qui tranche. Mais j'entends vos points de vue. Et le fait qu'ils aient co-construit, que ce soit co-construit, ils vont encore plus adhérer, ils vont encore plus s'impliquer. Et donc, il y aura plus de cohésion. Et s'il y a plus de cohésion, il y a plus de performance. Par contre, celui qui tranche, c'est moi. Et il y a des sas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est plus là pour discuter. Là, on est là juste pour faire ce qu'on a défini et on ne parle plus. Et on rouvrira un sas un peu plus tard. Tu parlais tout à l'heure de la vidéo avec la NBA. Alors, c'était pas exactement le même sujet, mais dans ton métier, il y a beaucoup de vidéos pour préparer les matchs. Moi, je faisais une analogie peut-être avec les boîtes noires dans les avions qui commencent aussi à faire leur apparition dans certains blocs opératoires pour éventuellement à analyser ce qui s'est passé après coup. Est-ce que toi, en vidéo, tu analyses ce qui s'est passé après coup et plus globalement, comment est-ce que tu apprends de tes erreurs? Learn from your mistake. Apprendre de ses erreurs, c'est le cœur. C'est le cœur. Pour vous dire, hein, tous les entraînements, ils sont filmés. Donc nous, on a un système qui motion, c'est un algorithme qui filme la salle d'entraînement. Si on est sur un demi-terrain, il filme que là. Si on est sur le tout-terrain, ça élargit, ça repart sur le demi, etc. Tous les entraînements, ils sont filmés. Et moi, après l'entraînement, la première chose que je fais, c'est regarder l'entraînement en vidéo. C'est la première chose que je fais. C'est-à-dire qu'on a un entraînement de 17 à 18h30, 19h. Je vais dans mon bureau, je regarde l'entraînement. Alors, je ne regarde pas les échauffements, je ne regarde pas les parties qui, j'imagine, pour vous, c'est filmé aussi, une opération. Il y a peut-être toute une partie qui n'est pas très majeure, on va dire, qui ne revêt pas d'un intérêt majeur. Et là, je ne regarde pas. Et par contre, les parties qui me semblent être la dominante de la séance, ça, je regarde. Et par contre, parmi mes adjoints, j'ai un adjoint qui est en charge de la défense, toute la partie défensive de l'entraînement, lui, il doit la regarder. Et on fait un feedback le lendemain. Et la partie offensive, mon adjoint, la partie offensive, il doit la regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, progresser, c'est le cœur. Progresser, c'est le cœur. Et le meilleur moyen de progresser, c'est de faire et d'avoir un feedback sur ce qu'on a fait, de s'observer, méta-analyse finalement, prendre une position un peu plus haute pour s'observer et après, éventuellement, demander des feedbacks autour s'il y a des situations qui ont posé problème. Mais la vidéo, pour soi-même, pour devenir plus fort, c'est au cœur. Après, il y a aussi la vidéo d'évaluation de l'adversaire. Mais ce n'est pas là le principal. Le principal, c'est soi-même.
Au niveau personnel pour les joueurs et peut-être pour toi aussi, on a une vidéo sur la chaîne des Enfants du Facteur sur les techniques d'optimisation du potentiel. Un livre a été écrit par Édith Perrault-Pierre, qui est médecin-chef des armées et médecin du sport aussi, sur ces techniques qui permettent de gérer alors déjà le stress, la fatigue et puis ton niveau d'activation dans la journée en fonction de tes besoins à tel moment ou à tel moment, évidemment, être au top pendant le match et être pas forcément au top à l'heure de la sieste. Est-ce que cette technique d'optimisation du potentiel, c'est quelque chose qui te parle et c'est quelque chose qui se développe aussi dans le sport de haut niveau? Ouais, ouais, moi, j'essaye. Là, en ce moment, je suis en train de suivre une formation certifiante pour être coach ProcessCom. Process Communication, c'est un modèle qui a été créé il y a de nombreuses années, qui a été utilisé par la NASA et qui permet d'identifier finalement les différents types de personnalités et donc quel canal de communication employer en fonction des personnalités, quelles personnalités peuvent réagir de quelle manière sous stress. Il s'agit en gros de parler anglais à un anglais et allemand à un allemand. Voilà. Et pour ça, ces outils ils servent. Moi, je me suis passionné par ça en 2014. J'ai donc fait le niveau 1 et maintenant je suis arrivé, je fais la formation certifiante. Là, j'ai encore des modules à passer en début juin. Et évidemment que le cœur, c'est le développement personnel pour soi-même. Et puis pour pouvoir manager les gens, il faut arriver à savoir qui est qui et arriver à le savoir vite parce que vous, dans un bloc opératoire ou dans l'avion, moi, dans une saison, finalement, les choses, elles se passent euh, extrêmement vite. Donc, évidemment que ça me parle. Et juste une parenthèse, il y a Ettore Messina, qui est un entraîneur, qui est l'entraîneur de Milan en Euroleague et qui était assistant coach à San Antonio Spurs, l'équipe NBA. Et il disait, pour être un grand manager, il faut être en paix avec soi-même. Et ça m'a beaucoup parlé. Et je pense que à un moment, arriver à manager des gens dans une situation aussi extrême que peut être, surtout pour vous en avion, un bloc opératoire ou pour moi un match de basket, quand je dis aussi extrême, c'est que vous, il y a des vies. Moi, il y a un gain final d'un match. Je ne suis pas en train de dévaloriser mon métier, mais ça reste, c'est pas la vie de personne. Eh ben, il faut arriver à avoir fait un travail sur soi, avoir pris du recul sur soi-même, parce que là, on est, comment dire, on est dans une situation de stress extrême. Quand une décision elle peut mettre en danger la vie de personne, là, on touche au noyau, on touche au cœur de qui on est. Et donc, j'avais trouvé cette phrase top. Il faut arriver à être en paix avec soi-même. Donc là, on est complètement dans ce que, dans ce que tu mets en avant. Je te pose une dernière question et puis après, peut-être il nous restera 5 minutes pour éventuellement les intervenants, si vous avez des On peut questions aller à poser à bien. sans problème, 45-50. Donc, si on doit relancer parce qu'il y a quelques questions, pas de souci. Ok. Juste, alors c'est plus général, mais en santé, et c'est ce qu'on constate un petit peu, c'est qu'il y a il y a eu un changement de culture qui a été initié il y a quelques années, qui est difficile à faire passer. Je te parlais de modestie versus humilité quand on a préparé cet entretien au téléphone. Il y a encore beaucoup de boulot. C'est un petit peu l'objet de cette association, c'est d'essayer d'implémenter une culture de la sécurité dans le soin nouvelle. Toi, tout ce que tu nous dis, évidemment, c'est tout à fait dans cette optique-là. En même temps, est-ce que tu es représentatif des entraîneurs de basket de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, ou est-ce qu'aujourd'hui, cet esprit que tu nous partages, est-ce qu'il est répandu? Très sincèrement, j'essaye de pas trop penser à ça parce que souvent, c'est du nivellement par le bas. Finalement, on va voir, je vais voir ceux qui ne le font pas, mais quand même qui réussissent, tout comme j'imagine dans vos corps de métier, ceux qui sont approximatifs, pas très compétents, pas très travailleurs, mais quand même ils réussissent. Et finalement, ça engendre beaucoup d'émotions négatives, beaucoup d'aigreur, et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc à quel point c'est répandu, je ne sais pas. Moi, ce que j'essaie de m'inspirer, c'est des meilleurs. Et je suis vraiment dans cette idée de méthode Kaizen, à savoir le processus d'amélioration continue. Et pour ça, voilà, moi j'ai été lié Utah Jazz en NBA, c'était énorme. Et j'ai vraiment perçu ça. J'ai perçu de la part de Quinn Snyder, l'entraîneur, qu'il individualisait la communication. Il ne communique pas de la même manière avec Rudy Gobert qu'avec Joe Ingles, qui sont des personnalités différentes et qui sont deux joueurs exceptionnels. Et j'essaie de m'inspirer de ça plus que d'autres méthodes. Après, nous au basket, on a beaucoup de gens qui arrivent beaucoup d'entraîneurs extrêmement reconnus qui sont de l'ex-Yougoslavie, avec un modèle différent dans la pédagogie, dans la relation entraîneur-entraîné.
Mais on ne peut pas les résumer à ça, parce que sur la dimension technico-tactique, ils sont très hauts. Et la particularité, c'est que dans notre milieu, une forme d'autocratie, une forme de management vraiment descendant, il est admis socialement par les joueurs. Il est même des fois demandé. Donc, le but, c'est pas de faire différent, c'est d'essayer de construire un modèle qui me semble aligné avec qui je suis et en essayant de faire du benchmarking, d'observer les meilleurs. Ok. Merci beaucoup Mehdi. Alors maintenant, je m'adresse au groupe là. Est-ce que je ne vous vois pas tous, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que je vois Florence Marine qui avait l'air bien, qui n'arrêtait pas d'acquiescer à ce que tu disais, ou d'autres. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mehdi? Moi, j'ai une question, François, peut-être. Vas-y, Jérôme, je t'en prie. Oui, alors, un concept de facteur humain là, qu'on n'a pas abordé, qui pourtant dans le soin est très, très présent. Il y a un groupe qui travaille là-dessus. C'est le conflit dans le soin. C'est quelque chose qui est très, très répandu. Tous les soignants ont été confrontés à des conflits plus ou moins graves qui sont souvent néfastes pour le patient. Et ma question, c'est quelle est la place et la stratégie du coach dans un éventuel conflit entre joueurs? Ok. Le comportement, c'est un. La personne avec qui je travaille, le préparateur mental, Julien Souton, il dit le comportement, c'est la solution. C'est-à-dire que je me comporte parce que j'ai des émotions, j'ai des émotions parce que j'ai des pensées. Donc, il faut voir le comportement de quelqu'un, donc le conflit, l'idée d'attaquer, etc., comme la porte d'entrée, comme pour essayer de toucher les émotions qu'il a pu ressentir et les raisons, donc les pensées. Ça va toujours. C'est parce que j'ai des pensées que j'ai des émotions, c'est parce que j'ai des émotions que j'ai un comportement. Et l'idée, c'est de remonter dans l'autre sens en essayant de toucher au système de pensée. Nous, il peut y avoir des conflits. Souvent, les conflits ils sont basés autour de tu m'as pas fait la passe, tu joues pour marquer des paniers, tu joues pas pour aider l'équipe. Vous voyez ce que veut dire? En gros, tu joues ta carte perso et tu joues pas la carte collective. Et là, on en revient toujours au rôle. Parce que dans mon métier, il y a un Zlatan, on imagine, je ne fais pas du foot, mais il y a un Zlatan, et le but de Zlatan, on l'a embauché pour marquer des buts, c'est le cas de le dire. Et donc, des fois, il va prendre des mauvaises décisions un peu auto-centrées pour tenter une action compliquée, mais il a été embauché pour ça, pour marquer des buts. Et un défenseur latéral, lui, il prend moins la lumière que Zlatan, nettement moins. Il est nettement moins valorisé par le grand public, par son banquier. Et le message, c'est d'essayer d'expliquer aux gens qui sont plus valorisés, qui doivent avoir un retour envers ceux qui le sont moins. C'est ce qui se produit au football américain quand il y a un quarterback qui gagne le titre. Et l'habitude, après c'est des gens fortunés, il y en a, j'avais lu, il offre une montre à tous les malabars qui sont devant et qui sont là pour le protéger. C'est un moyen de dire je vous rends ça. Moi, j'ai plus de succès que je suis plus médiatisé que vous, mais j'essaie d'aller vers vous en valorisant votre travail à vous. Et moi, mon métier à moi, c'est mon objectif à moi, c'est de remonter au système de pensée. Et en général, le système de pensée, il en arrive toujours à, je trouve que ma part du gâteau, elle est trop petite. Et donc, d'arriver à argumenter ça et en revenir toujours au rôle. Voilà, mes attentes envers toi, c'est celle-là. La valorisation, elle passe par le fait de dire j'attends de toi ça parce que c'est sur ça que tu es compétent. Est-ce que je t'ai répondu, Jérôme? Oui, tout à fait. Oui, merci. Oui, ça répond, même si on a moins le problème médiatique dans nos équipes. Mais déjà, l'idée émotion, pensée, c'est déjà d'aller chercher au cœur, c'est déjà une réponse. Ouais. Il n'y a pas la notion médiatique, peut-être, mais il y a toute une dimension, je pense, on en revient au gradient d'autorité, où j'imagine qu'il y a des professions qui n'osent pas, je ne vais pas dire parler, mais qui n'osent pas se mettre en désaccord avec le gradient d'autorité supérieur. Donc, ce n'est pas médiatique, mais c'est un peu comme la place sociale, la place dans le groupe de chacun. Je suis très impressionné par ta connaissance du fonctionnement humain. Comment on devient ce que tu es? Déjà, je suis passionné de toutes les sciences humaines. Très jeune, il y avait un ami de ma famille qui était pédopsychiatre.
Et donc, on a passé des moments à échanger régulièrement, à passer ouais, autour de toutes les questions que peut se poser un adolescent. Et puis, ça a vraiment allumé une lumière. Et puis, je me suis passionné par finalement toute la partie psychologique, la partie humaine d'un athlète, parce que c'était vraiment dans un premier temps pour le sport de haut niveau. Et beaucoup de montées. Et puis voilà, je me suis formé, j'ai fait les formations Processcom, beaucoup d'échanges. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Des fois trop même, ce qui fait que j'ai la sensation de toujours manquer de temps parce qu'il y a des trucs que j'ai pas lus, il y a des choses que j'aurais pu savoir en plus. Mais maintenant, ça va, j'arrive à savoir que c'est un, un aspect de ma personnalité d'avoir cette gourmandise. Et donc, voilà, beaucoup de lectures, beaucoup de voyages. Et, et aussi, ce que je me rends compte, finalement, une vraie… je peux pas dire si c'est… Je sais pas si c'est de l'humilité, mais tellement une soif d'apprendre que je sais tout ce que je sais pas. Ou plutôt, je mesure même pas tout ce que je sais pas. Donc, je me dis, il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Est-ce que tu as un cas à part ou est-ce que d'autres Mehdi dans le basket existent? Bon, vous êtes des médicaux, vous saurez, vous savez mieux que moi qu'à ce qui paraît, il n'y en a qu'un, mais de chacun de nous. Après, des gens qui ont de la curiosité, oui, je me rends compte, oui, vraiment. Des gens qui ont une vraie expertise sur le fonctionnement, sur ces questions-là, je trouve qu'il y en a, oui. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie de ne surtout pas générer des émotions négatives en voyant ceux qui arrivent à performer, à réussir sans se questionner finalement, mais j'essaie plutôt le contraire et de me documenter sur tout ça. Il y a The Last Dance, là, le documentaire sur Michael Jordan qui est sorti. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est quelqu'un comme Phil Jackson, qui est l'entraîneur. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement documenté, cultivé, érudit sur ces aspects-là. J'ai lu le dernier livre de l'ancien coach de Manchester United, John Ferguson. Pareil, c'est une bible sur plein d'aspects de la psyché d'un sportif de haut niveau qui est quand même très particulière par rapport au fait que une carrière, ça dure une dizaine d'années. Il y a un niveau de stress fort. Il y a plein d'intervenants partout, les agents, la famille, les médias, les entraîneurs, les dirigeants, les préparateurs mentaux, les gestionnaires de patrimoine, qui fait qu'ils ont 1000 possibilités de ne pas être centrés sur le ici et maintenant, sur la tâche, que ouais, il y a plein de choses à apprendre. Et après, je pense qu'il y a des gens qui sont, comment dire, qui ont soif de connaissances dans ce domaine-là. Merci. Merci Claude. Des jolis compliments. Thomas, tu poses des questions dans la conversation, tu peux t'exprimer? Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça va fonctionner, vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui. Mehdi, je voulais savoir, bonjour, merci pour ce topo qui est super intéressant. Est-ce que l'évaluation des joueurs, vous la faites aussi juste avant le match? Parce que ce qui se passe, nous, finalement, c'est qu'au bloc opératoire, le matin, on peut demander aux gens comment ils vont, mais souvent, il n'y a pas de plan B pour les remplacer. Donc, toutes ces techniques d'évaluation, je sais que chez les pilotes, des fois, il y a des gens en plus. Mais nous, souvent, on va démarrer avec l'équipe qu'on a. Et donc, en cas d'un match où est-ce que tu les évalues juste avant pour connaître aussi un peu leur morale et comment ils se sentent? Alors, on a pris la décision, c'est une bonne question. On a pris la décision cette année de ne pas faire le jour du match. Pourquoi? Parce que c'est le jour où le niveau de stress il est le plus haut. Et on le fait. Et certes, il peut se passer quelque chose dans la nuit, on imagine vendredi à samedi. On leur a déjà fait remplir le questionnaire. Ils ne le font pas le matin, le questionnaire. Ils le font en arrivant à la salle, en arrivant sur le terrain. C'est quelques minutes avant l'entraînement. On leur a fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On se dit, pour du match, on ne le fait pas. Mais vraisemblablement, sauf cas très particulier, ce qui s'est passé la semaine, on devrait avoir le résultat le week-end. Sauf cas très particulier. On ne le fait pas, mais parce que je ne voulais pas être trop intrusif. Maintenant, ma question va être dans l'autre sens. Vous n'avez pas les entraînements, mais vous avez juste la compétition finalement, qui est l'opération. Quel est le danger si vous ne le faites pas? Et que finalement, il se passe quelque chose de grave. Et puis quelqu'un dit, ouais, mais bon, moi, j'ai pas dormi, j'ai appris que ma mère, elle avait un cancer, métastase au foie. Oh, vaut mieux à la limite retarder. Je me dis, retarder une opération que de la faire avec quelqu'un qui peut-être n'est pas prêt à la faire, si vous n'avez pas de plan B finalement.
Après, ça veut pas nécessairement retarder. Moi, admettons un joueur qui va être extrêmement fatigué, lié à peu importe ce qui s'est dit dans le questionnaire, c'est pas nécessairement de sanctionner, parce que des fois, le joueur, comme souvent, il va prendre comme une sanction. Mais on va avoir une attention particulière, ce qui peut être juste dans les mots, ce qui peut être dans le non-verbal, ce qui peut être dans le fait d'avoir un peu plus de changement de joueur pendant une partie d'entraînement qui est très intense, donc là où le risque il est un peu plus haut, qui peut écourter l'entraînement, qui finisse un peu avant, mais d'une manière où finalement aucun autre joueur va percevoir ça. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'affirmer, de dire parce que lui, il a un truc personnel. Non, 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 non. Ce sera fait d'une manière où nous, soit moi le joueur ou le kiné le joueur, on va aménager l'entraînement. Voilà. Mais je me disais que dans un bloc opératoire, ça pourrait être, je ne sais pas comment, je sais pas quelle est l'organisation, mais le bras droit du chirurgien, je ne sais pas qui ça peut être, mais ou le chirurgien lui-même, par exemple. Alors pour répondre, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que le surlendemain de garde, qui est la journée que je déteste, parce que le lendemain de garde, on essaye de se reposer, mais en fait, c'est pas vrai, on n'y arrive pas. Et donc le surlendemain de garde, on revient travailler. Souvent, je préviens les personnes avec lesquelles je travaille il faut encore plus me surveiller que d'habitude. Après, j'ai envie de dire que le gradient d'autorité fait que souvent, on entend que le chirurgien, il a un train à prendre. La penseuse, si elle dit j'ai un train à prendre ou je suis gêné, c'est pas fréquent. La pauvre, elle n'a pas forcément cette possibilité de le dire. En tout cas, c'est pas beaucoup dit, en tout cas dans mon bloc opératoire. Je ne sais pas pour les autres. Tout vient. Pierre Vincent, avec qui il était à Lasvel, il disait toujours tout vient de la tête. Quand je dis de la tête, de l'organisation, tout vient du numéro 1. C'est-à-dire que si le chirurgien ou si dans un club sportif, l'entraîneur principal, il n'est pas ouvert à ça, on navigue à contre-courant. Vous voyez, il faut que ce soit lui qui soit dans cette posture. Alors j'entends souvent bienveillante, etc., dans cette posture de dire, voilà, le but c'est que cette pauvre dame qui est là, qui a un problème, qui a une opération, le but c'est qu'on sorte de là et qu'elle aille mieux, mais que surtout elle n'aille pas moins bien. Donc, s'il y en a un parmi vous qui se sent un peu moins bien aujourd'hui ou qui a passé un moment délicat, juste dites-le, on aura une attention particulière, ça arrive à nous tous. Ça arrive à nous tous. Et c'est cette posture qui me semble être nécessaire. Mais elle doit être, je pense, je connais pas je vois le gradient d'autorité à quel point c'est important dans les fonctions que vous avez et que j'ai, mais il faut que ça soit de la personne la plus haute, cette démarche-là, je pense. Et après, ça peut être aussi, comme tu disais Thomas, de dire, bah, moi aujourd'hui j'arrive, et là c'est d'une grande honnêteté, de dire aujourd'hui j'arrive, et même si le chirurgien ne le dit pas, de dire, écoutez, moi en ce moment je dors pas bien depuis 2-3 nuits, voilà, c'est pas à la dame de payer le fait que j'aille moins bien. Voilà, je vous dis juste d'être vigilant aux erreurs que je puisse éventuellement faire. Ok, merci. Merci beaucoup, Mehdi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai une question. Ce sera la dernière question. Comment, quel conseil tu donnerais alors, ok. Là, on parle des sportifs. Et il y a déjà quelques personnes qui ont évoqué le fait de coacher les soignants, mais on n'est pas habitué à ça, c'est pas notre culture. Quel conseil tu donnerais au premier coach, on va dire français, de soignants? Est-ce que toi-même tu serais intéressé de coacher les soignants? Comment tu t'y prendrais? En gros, ça me semble déterminant. Est-ce qu'on fait le coaching des soignants et comment tu ferais? Mais de toute façon, je pense qu'à terme, on ira de plus en plus vers ça. Parce que c'est évident qu'il faut faire avec on veut réduire le risque. Finalement, c'est ça le cœur. Pour nous tous, c'est réduire le risque. Le risque d'échec pour moi, le risque bref, réduire le risque. Et pour ça, il y a des gens qui ont… Nous, on a développé une expertise dans notre métier. Un infirmier, de répondre à sa mission. Moi, entraîneur, au départ, la dimension technico-tactique. Un chirurgien, mais lui, il est l'expert pour cette opération, la chirurgie de ce genou, etc. Mais il n'est pas nécessairement expert de se manager lui-même, de manager son stress, ses émotions, de manager un staff. Et donc, on doit faire appel à ça. Ça me semble être déterminant qu'à terme, et certainement qu'il y en a, très sincèrement, certainement qu'il y a des chirurgiens qui sont coachés. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société où voir un psychologue, ça équivaut à être fou. Alors que non, surtout pas. Quand on voit les chiffres aux États-Unis,
les gens qui ont au-dessus d'un certain niveau de revenu, 90%, ils ont fait une psychanalyse, je crois. Je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était pour dire à quel point comment dire, le développement personnel, c'est capital. Et après, tout ce qui est le coaching, et là pour aller un peu plus dans le détail qu'un psychologue, etc., dans quelque chose de plus concret, plus pragmatique, ça devient déterminant. Quel conseil donner à un coach d'un professionnel médical? J'en ai aucune idée parce qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de développer une expertise dans mon domaine très précis. J'imagine qu'il y a des liens directs à travers ce que je vous ai dit, à savoir que la cohésion, c'est en lien avec la performance. Donc, il faut donner à chacun un rôle en lien avec les compétences qu'il a. Il faut fixer un cadre de travail où on sait, en gros, les bordures. Voilà, ce que j'attends de nous tous, c'est qu'on fonctionne comme ça, et ça, c'est les bordures. À l'intérieur de ça, il faut qu'il y ait une liberté, donc l'idée de casser les liens hiérarchiques. Voilà, ça me semblerait être les points déterminants. Mais là, c'est vraiment, faut surtout pas faire du copier-coller. Moi, je vous parle d'un environnement sportif. Il y a certainement plein de choses à prendre, mais il y a aussi des spécificités. La première, c'est ce qui a été tout à l'heure mis en avant par Thomas, c'est que nous, on a des entraînements et on a une compétition. Vous n'avez pas l'entraînement. De ce que je perçois, vous arrivez juste et il y a la compétition, il y a l'opération. Donc ça, c'est quand même un point déterminant. Et puis l'autre, c'est que même si moi, c'est sur un laps de temps relativement court, parce que c'est une saison, c'est 8-10 mois, mais c'est quand même 8-10 mois avec les mêmes personnes. Alors que vous, de manière pour moi, de l'extérieur, surprenante, eh ben, dans le même hôpital, vous n'opérez pas toujours avec le même anesthésiste, la même infirmière, etc. Alors que ça pourrait sembler sensé, si c'est le cas, hein, que ce soit une équipe pour qu'on ait les mêmes habitudes. Ok. T'as encore du temps, donc il faut que tu ailles, là, j'imagine, Mehdi, parce qu'il y avait encore une dernière question. Pardon? Encore une question. Encore une question. C'est Florence Marie qui te la pose alors. Ouais, je vais bien, merci. En fait, je suis coach aussi, donc ça me parle mais énormément. Je trouve que ça fait vraiment le lien entre le coaching et les facteurs humains. Merci. Et je voulais savoir si les joueurs, les entraîneurs, il y en a certains qui pouvaient être réticents aux techniques de préparation mentale, à aborder les aspects émotionnels, tout ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire que de la technique? Comment ça se passe dans ces cas-là? La question, c'est est-ce qu'il y a des entraîneurs ou est-ce qu'il y a des joueurs? Les deux. Les deux. Finalement, on est tellement soumis à un niveau de stress sans être préparé plus que ça dans nos formations que je pense que peu sont réticents. Il faut juste ouvrir la porte, finalement. Il faut juste arriver à avoir que la personne en face elle ait une confiance suffisamment élevée pour laisser l'autre se confier à l'autre, finalement, un peu comme dans une relation quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, c'est-à-dire accorder de la confiance à quelqu'un en sachant que étant donné qu'on n'est pas extrêmement formé à tout ça, ça touche tout de suite à l'intime, c'est-à-dire ça touche à mon stress. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas de recul sur ça, ça voudrait dire que à mes peurs, ça voudrait dire que j'ai peur, ça veut dire que je suis peut-être faible, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sportif de haut niveau, son grand ennemi, c'est le doute, surtout dans notre discipline qui est basée sur l'adresse, où on sait très bien que pour être adroit, c'est-à-dire que nous, on a des joueurs dont le point fort, c'est de marquer des paniers à 7 mètres. Quoi. Vous avez déjà vu un ballon, un panier, et eux, ils sont à 7 mètres et ils en mettent 8 sur 10. Donc, vous imaginez qu'il faut un niveau de relâchement élevé. Pour être relâché, il ne faut pas être nerveux, il ne faut pas être tendu. Et donc, dès qu'ils doutent, ils perdent ce relâchement et donc ils ne marquent plus de panier. Donc, c'est un sujet super touchy, mais je pense que la plupart des joueurs et même des entraîneurs, ils sont demandeurs, mais il y a une méconnaissance encore de ça en Europe. Hein. Moi, j'ai été bluffé aux États-Unis, donc je n'en parle même pas en NBA, les joueurs préparateurs mentaux évidemment. Et les coachs, ça en est même arrivé à une autre étape. J'ai même été bluffé une fois, une situation, c'est une anecdote. On est à Utah Utes, qui est une super université américaine. Quand je vous dis super université, comment vous dire, le bureau du coach de Utah Utes, Larry Krystkowiak, c'est le bureau d'un patron d'une entreprise du CAC 40. Vous voyez, à peu près, quoi. C'est un truc qui fait 150 mètres carrés, il y a des œuvres d'art partout. C'est son bureau, hein. Voilà. Pour vous dire à peu près ce que ça représente. C'est un truc pharaonique. C'est des salaires à 7 chiffres. Et voilà. Et à un moment donné, il y a un des assistants qui arrive et qui dit bon, je vous laisse. On est en discussion comme ça. Je vous laisse. J'ai ma séance de yoga.
Et ce qui m'a bluffé, c'est que, bon, déjà, je n'ai jamais vu ça en France, bien évidemment, mais c'est que carrément, les autres coachs qui étaient là, les autres assistants qui étaient là, ils ont perçu ça super positivement en disant « Toi, tu as raison, toi. C'est ça qu'il faut faire. » Et d'ailleurs, il y a un autre assistant, donc là, un assistant des Jazz en NBA, qui m'expliquait qu'avec un autre adjoint, tous les X fois par semaine, ils avaient une séance de yoga dans un hammam. Je n'avais jamais entendu ça. Mais en gros, si tu fais, j'ai la perception dans ces niveaux-là, NCAA, NBA, j'ai l'impression que si tu ne le fais pas, tu es un has-been. Pour vous faire clair. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là où nous, la perception qu'on pourrait avoir, c'est si tu le fais, c'est que tu es un peu faible. Donc, appel à des gens pour le développement personnel, de la préparation mentale, un psychologue, un coach, un sophrologue, un prof de yoga, etc. Si tu le fais en France, c'est que tu en as besoin. En France, j'extrapole un peu. Hein. En Europe, on va dire, si tu le fais, c'est que tu en as besoin. C'est que tu en as besoin, c'est que tu n'es pas assez fort, naturellement, sans avoir tout ça. Et de l'autre côté, là-bas, ce que j'ai vu, c'est si tu le fais pas, tu es un has-been. Ça m'a fait… voilà. Tout de suite, ça m'a fait penser à ça. Un peu comme si on était capable d'avoir une carie, on n'a pas besoin d'aide, quoi. On a du mal à gérer le stress, on n'a pas besoin d'aide. Une carie, on l'enlève tout seul. On ne va pas chez le dentiste. Non. Enfin, voilà. Bon, merci beaucoup. On va tous aller faire du yoga maintenant, après t'avoir écouté pour gérer notre stress. C'était super intéressant. Merci vraiment de nous avoir accordé ce temps. Si un jour tu veux visiter un bloc opératoire, je pense que là, parmi les participants, tu as plein de gens qui seront prêts à t'accueillir, pour t'expliquer comment ça se passe. Un bloc opératoire ou monter à l'avant d'un avion. Ouais, parmi vous, un ou une parmi vous qui pourrait me faire vivre cette expérience-là, c'est avec un immense plaisir. Vous aurez mes coordonnées sans problème. Ouais, t'as mon numéro. Écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'était hyper intéressant. Je te laisse à la préparation de ta saison. Et écoute, si tu veux je propose qu'on reste ensemble les autres, si vous voulez échanger un petit peu. Et Mehdi, voilà, tu es libérable. De confiance. Ouais. Ça m'intéresserait juste une chose, d'avoir un petit retour de votre part. Vous le faites passer par François, mais d'avoir un petit retour sur ce que vous avez trouvé, pensé, parce que pour moi c'est délicat d'intervenir finalement. François avait vraiment bien expliqué le contexte, mais c'est des professions, des milieux dans lesquels j'ai jamais été amené à échanger plus que ça, donc avoir un retour de votre part, ça m'intéresse. Et puis j'espère à bientôt dans un bloc ou dans un avion ou autour d'un bon repas maintenant que c'est réouvert.